infirmiers, le webinaire APH-Fénin des hôpitaux universités de Paris, Robert Debré, Louis Mourier, Bretonneau, Fernand Vidal, Lariboisière, Bichat, Beaujon. Aujourd'hui, nous allons parler de pratique avancée. Donc, nous avons plusieurs invités pour parler de cette thématique. Mais avant tout, un retour sur le contexte de la pratique avancée. Donc, la pratique avancée est en lien avec la loi de modernisation de 2016 qui permet aux auxiliaires médicaux d'exercer en pratique avancée. Les textes d'application apparaissent en juillet 2018 et l'infirmière en pratique avancée possède un diplôme d'État qui lui permet d'exercer soit en ambulatoire, soit dans des établissements de santé. Avec 4 mentions. Et on les verra peut-être tout à l'heure. Je vais laisser la parole à mes invités pour qu'elles puissent se présenter. Je suis accompagnée ce soir d'Anne Leclerc. Bonjour, Anne Leclerc, je suis coordonnatrice de la recherche en soins sur 4 des hôpitaux du groupe hospitalier et en charge de cette thématique de la pratique avancée sur ces mêmes hôpitaux. Je suis également accompagnée de Suzy Bonsomme, infirmière en pratique avancée à l'hôpital Robert Debré, au centre de ressources et de compétences pour la mucoviscidose. de Julie Desvictor. Bonjour, je suis infirmière en pratique avancée dans la mention oncologie et je vais bientôt prendre mes fonctions dans le service d'hépatologie pour m'occuper des patients atteints d'un carcinome hépatocellulaire. Et de Delphine Michaeli. Bonjour, je suis infirmière puéricultrice, étudiante en pratique avancée en 2e année, en fin de cursus de 2e année, sur la mention pathologie chronique stabilisée, avec pour objectif de faire un suivi de patients post-réanimation pédiatrique à l'hôpital Robert Debré. Alors, pour préparer ce webinaire, nous avons mené une enquête auprès des IFSI, notamment de Bichat et Beaujon. Et ce sont les réponses des étudiants qui vont nous aider à démarrer ce webinaire. Et donc, on va partir de ce questionnement pour que vous puissiez avoir un certain nombre de réponses sur ce métier, ce nouveau métier qui répond essentiellement à l'amélioration de l'offre de soins, mais qui répond aussi à des besoins de santé de la population. Donc, ce questionnement, donc n'hésitez pas de compléter en fait les questions qu'on va poser. Si d'autres questions venaient autour des thématiques que nous avons abordées, donc profitez en fait du chat pour poser l'ensemble des questions et nous y répondrons. Donc, Delphine, je vais commencer par toi. Tu es actuellement en formation. Je voulais savoir, en tant qu'étudiante, quelle est ta représentation, tes projections dans ce nouveau métier? Alors, projection dans ce nouveau métier, pour moi, c'est vraiment une évolution de carrière, une nouvelle perspective de carrière en tant qu'infirmière, et notamment en tant qu'infirmière puéricultrice. Et je vois cette nouvelle profession, évolution de l'infirmière, d'être dans une prise en charge un peu plus globale, plus d'autonomie, plus de responsabilité dans la prise en charge des patients et notamment dans le suivi des patients. Alors, la question qui se pose et qui a été posée par les étudiants, c'est quoi le métier d'IPA et est-ce que c'est un nouveau métier? Donc, en effet, le métier d'IPA est nouveau et puis, comme disait justement Delphine, dans cette perspective de carrière infirmière. Donc, c'est encore un métier qui est en cours d'implantation. Et l'infirmière en pratique avancée, c'est une infirmière qui a développé des compétences aussi bien par son expérience clinique, puisqu'il lui faut 3 ans d'exercice minimum en tant qu'infirmière, mais également à travers une formation de Grand Master, une formation universitaire de 2 ans qui lui permet de développer ses compétences pour pouvoir avoir une activité à un niveau avancé du métier d'infirmière. Si je peux compléter la réponse de Suzy, il y avait vraiment 2 grands rôles qu'on peut identifier de l'infirmière en pratique avancée. Donc, c'est effectivement, Delphine et Suzy l'ont évoqué, c'est assurer le suivi de patients. Alors, pour le moment, dans des mentions où les patients sont atteints de pathologies chroniques stabilisées, soit de pathologies cardiaques, de diabéto ou de neuro, mais aussi dans d'autres mentions telles que l'oncologie, la psychiatrie santé mentale ou la néphrologie. Donc, il y a vraiment ce rôle clinique d'assurer le suivi de ces patients atteints de ces pathologies-là, et puis aussi un rôle de soutien aux équipes et d'amélioration des pratiques soignantes
en développant des projets avec les cadres de santé par les services sur de l'analyse de pratiques professionnelles, des projets de recherche, des projets de formation. Voilà, donc deux grands rôles, un rôle plus de suivi clinique et un rôle d'amélioration des pratiques professionnelles. D'autres éléments à compléter par rapport à cette réponse? Alors, la question qui se pose également, c'est la question, est-ce que c'est une spécialité infirmière? Alors, une spécialité infirmière, non. Il y a déjà 3 spécialités qui sont la pédiatrie, être puéricultrice, l'anesthésie, être infirmier IAD, ou bien être au bloc opératoire. Là, c'est vraiment quelque chose de différent. C'est une évolution dans notre profession. Et moi, par exemple, je suis infirmière puéricultrice, je suis déjà spécialisée, mais je me lance quand même dans la pratique avancée. Je pense qu'on peut tous s'entraîner de la pratique avancée, de se lancer, d'avoir des projets en ayant une spécialité déjà en amont. Est-ce qu'il y a une formation pratique dans la formation? Alors, il y a une formation pratique. En fait, c'est une formation universitaire. On nous délivre un diplôme d'État qui a une reconnaissance de grade master. C'est un diplôme donc, universitaire sur 2 ans. Et sur ces 2 années, la première année, il y a un premier stage de 2 mois, enfin au minimum 2 mois. Et sur la deuxième année, un stage de minimum 4 mois. Donc, c'est la pratique. Est-ce que ce sont des instituts spécialisés? Ce ne sont pas des instituts spécialisés, en fait, ça rejoint ce que je disais juste avant. Comme c'est une formation qui est universitaire, c'est vraiment une formation qui est transmise au sein des universités. Et il y a 22 universités en France qui permettent d'accéder à cette formation. Quelles sont les conditions d'admission? C'est les questions que se posent les étudiants en tous les cas pour accéder à cette formation. Alors, pour accéder à la formation, elle est possible en formation initiale. Donc, tous les étudiants peuvent y accéder juste après avoir eu leur diplôme d'État. Par contre, il faut avoir minimum 3 ans d'exercice en tant qu'infirmier avant de pouvoir exercer en tant qu'infirmier en pratique avancée. Je vais prendre le relais. On va revenir un peu sur les missions de ces infirmières en pratique avancée. Mais tout d'abord, Suzy, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un rôle propre de l'IPA, comme pour les infirmiers? Alors, le rôle propre, c'est un terme qu'on utilise pour les compétences du métier socle infirmier. On ne va plus l'utiliser pour l'infirmière en pratique avancée, puisque c'est un exercice qui se réalise avec beaucoup plus d'autonomie. Et c'est donc un métier qui ne fonctionne pas sur prescription, mais vraiment au sein d'une collaboration avec une équipe pluridisciplinaire et dont un médecin. Donc, vous avez déjà commencé à parler des missions, les 2 principales, notamment la mission clinique. Est-ce que les IPA peuvent prescrire? Dans quel contexte? Quel type de traitement? Les IPA ont accès à la prescription. En prescription initiale, on a essentiellement les examens radiologiques, biologiques et puis certains médicaments qui ne sont pas soumis à la prescription médicale obligatoire et matériels également non soumis à la prescription médicale obligatoire et après elles vont plutôt faire un renouvellement de prescription et pouvoir adapter les doses si besoin, posologie. Donc, outre ces missions cliniques, quel va être votre rôle auprès de vos collègues? Quelles vont être vos missions auprès de vos collègues? Alors, de nos collègues infirmières. Infirmières, dans un premier temps. Donc, l'idée, c'est vraiment un accompagnement d'équipe et un accompagnement de projet et de pouvoir d'améliorer les pratiques professionnelles. Pour ça, il y a plusieurs méthodes. Les analyses de pratique, la supervision, etc. Donc, les infirmières en pratique avancée peuvent mettre en place ces missions, mais qui peuvent aller jusque aussi la formation et l'enseignement. Et du coup, aussi, avec vos collègues cadres, il peut y avoir un certain chevauchement des missions. Comment vous pouvez vous positionner? Alors, moi, je n'utiliserai pas le terme chevauchement, mais plutôt toujours la collaboration et puis utiliser les compétences de chacun pour faire avancer les équipes et améliorer les pratiques. Et c'est vraiment ensemble, en collaborant, qu'on va pouvoir identifier les besoins des équipes et y répondre au mieux. Donc, on est bien sur de la collaboration interprofessionnelle et de fait, parce que vous êtes sur le parcours du patient et que vous êtes en interaction avec tout type de professionnels,
tournant autour des questions. Et alors, quelles autres missions à côté de ces deux missions principales et qui vont occuper beaucoup de votre temps? Il y a la recherche, pour lesquelles on est pas mal sollicité. La recherche clinique, mais également la recherche paramédicale, pour laquelle on va mettre en place des projets et finaliser ces projets de recherche et s'accompagner. Est-ce que vous voulez compléter sur les missions des infirmières de pratique avancée? Par exemple, votre mission de leadership, dont on entend beaucoup parler? Ça rejoint un peu ce que disait Suzy sur l'accompagnement des équipes. L'idée, c'est vraiment aussi d'essayer de pousser les équipes à baser leurs soins sur des données probantes, c'est-à-dire sur des données qui ont été vérifiées par la recherche, tout ça dans un but d'amélioration de la qualité des soins et de la qualité des parcours de soins, etc. Donc, l'IPA va avoir à la fois elle-même des missions de veille documentaire, de recherche en soins, etc., mais elle va pouvoir aussi accompagner les équipes qui auront envie de développer ce genre de mission, ou alors même les initier, pourquoi pas, à de la recherche documentaire, à de la veille documentaire, etc. L'idée, c'est vraiment d'apporter les soins de la plus haute qualité aux patients dont elles vont avoir en charge le suivi. Pour rebondir sur cet aspect, donc tous les autres soignants peuvent aussi remplir cette mission, mais pour l'IPA, la recherche et se baser sur les données fonctionnelles, donc vous avez vraiment ça qui est ancré dans votre cœur d'activité. Oui, exactement. Puis le leadership, ça fait appel aussi évidemment au fait de vouloir entraîner les autres avec nous à cette démarche qualité. Donc, on espère vraiment que les IPA, mais encore une fois pas seuls, en collaboration avec tous leurs collègues et notamment les cadres de santé, seront moteurs pour entraîner les équipes soignantes à cette démarche qualité. Donc, d'autres modèles de pratique avancée existent dans d'autres pays depuis bien des années, voire des décennies. Comment se situe le modèle français par rapport au modèle dominant, notamment dans les pays anglo-saxons? Alors, traditionnellement, à l'international, il y a deux grands modèles de pratique avancée qui sont identifiés. C'est les infirmières praticiennes spécialisées qui ont un rôle clinique très développé et généralement qui ont la possibilité de poser des diagnostics et d'initier les thérapeutiques. Et puis, des infirmières cliniciennes spécialisées qui, elles, prennent en charge le suivi de patients dont le diagnostic a été établi par le médecin et qui ont un rôle aussi important de soutien aux équipes. Le modèle français n'a pas distingué l'IPA comme étant une IPS ou une ICS, mais avec les premiers domaines d'intervention qu'on vous a cités tout à l'heure, on va dire que le modèle d'IPA actuellement ressemble plus à un modèle d'infirmière clinicienne. Simplement, il va y avoir l'ouverture de nouveaux domaines, et notamment, par exemple, prochainement, l'ouverture du domaine urgence, où cette IPA pour le coup, posera des diagnostics et initiera des thérapeutiques. Donc là, elle se rapprochera plutôt d'un modèle d'infirmière praticienne. Donc concrètement, en France, il n'y a pas de distinction entre l'infirmière praticienne et l'infirmière clinicienne, mais en pratique, par rapport à ses missions et son contexte d'exercice, elle aura des missions plutôt d'ICS ou plutôt d'IPS. Merci. Et alors, à chacune d'entre vous, parce que je sais qu'il y a plusieurs réponses à donner à cette question, qu'est-ce que n'est pas une IPA? Qu'est-ce qu'une IPA et qu'est-ce qu'elle n'est pas? Voilà, qu'est-ce qu'elle n'est pas? Chacune d'entre vous, il y a plein de réponses, mais emparez-vous d'une des trop importantes de temps en temps. Pour rebondir sur à la fois les représentations un petit peu dans les médias et puis aussi peut-être les représentations des collègues, on pourrait vous faire une liste sans fin de ce que l'IPA n'est pas, et ça irait beaucoup plus vite de dire ce que l'IPA est, mais elle n'est pas en tout cas une super infirmière, elle n'est pas un petit médecin, ça c'est pour répondre aux médias, hein. Et puis, alors là, ce n'est pas ce qu'elle n'est pas, mais c'est ce qu'elle ne remplacera pas. L'IPA n'a pas vocation ni à remplacer le médecin, ni à remplacer la cadre de santé, ni même à remplacer les infirmières expertes, les stomathérapeutes, les infirmières expertes en douleur, en soins palliatifs, au contraire. L'IPA est vraiment au cœur d'une équipe pluriprofessionnelle et va s'appuyer sur les compétences des uns et des autres
pour, encore une fois, offrir des soins avec un niveau de qualité, si possible, le plus élevé. Donc, elle va avoir une grande mission d'orientation vers les professionnels finalement les plus experts et les plus qualifiés, même si elle-même, évidemment, est aussi une infirmière très qualifiée. Et dernière question à chacune d'entre vous. Pourquoi devient-on IPA et qu'est-ce qui vous a dit, Delphine? Alors, pourquoi avoir voulu faire IPA? Déjà, pour être toujours dans une démarche de qualité de prise en charge des patients, pour continuer d'être dans la réflexion de nos pratiques, parce que mon projet, c'est de faire du suivi post-réa, mais c'est aussi pour le retentissement qu'il y a, donc d'analyser ce qui se passe aussi en réa à partir de là. Donc, c'est vraiment continuer à faire de la pratique infirmière, de continuer à enrichir le savoir infirmier et de rester dans de la clinique, malgré tout. Parce qu'on a toujours cette sensation que peut-être l'IPA ne sera plus en clinique, ne sera plus en soins, mais si l'IPA reste dans de la clinique, reste dans du soin qui est différent, mais qui est vraiment dans une autonomie qui est différente avec des responsabilités différentes. Julie, qu'est-ce qui t'anime? Alors, ce qui m'a animée vraiment initialement, c'est vraiment cette possibilité d'avoir l'ouverture, une perspective de carrière autre dans le milieu de la clinique, effectivement, et d'aller plus loin dans ma pratique infirmière. Mais maintenant, avec un petit peu de recul, ce qui m'anime aussi, c'est que je suis persuadée que ces nouvelles infirmières, elles peuvent répondre à des besoins de santé qui sont peu ou pas assez remplis, puisque, comme vous le savez, on a de plus en plus de personnes âgées, atteintes de pathologies chroniques. Tout le système de santé ne peut pas reposer exclusivement sur l'expertise médicale, et je pense que les infirmiers ont des vraies expertises à mettre au service de la population, et donc ce type de nouveau métier permet à la fois de valoriser des carrières infirmières, mais aussi de répondre au mieux à des besoins de santé de patients par l'accompagnement, la prévention, la promotion de la santé, toutes ces choses extrêmement importantes dans le parcours de soins des patients et pour lesquelles les infirmières ont une réelle expertise qui pourrait bonifier largement le système de santé français. Toi, Suzy? Alors, moi, j'ai commencé ma carrière tout de suite en accompagnant des enfants qui avaient une pathologie chronique. J'ai développé mon expertise auprès de ces enfants et leur entourage, de leur famille, avec notamment le centre de ressources et de compétences pour la mucoviscidose. Et j'ai eu besoin à un moment donné de monter encore en compétences, d'avoir des nouveaux outils et d'être aussi plus autonome dans mon métier, dans l'accompagnement que je proposais aux patients et à leur famille. Et la pratique avancée est arrivée au bon moment dans ma carrière, je pense. Et en effet, ça m'a donné une perspective d'évolution dans la clinique, dans ce que je pense pour moi être le cœur de mon métier. Et aujourd'hui, en effet, il y a des besoins qui n'étaient pas satisfaits et on peut proposer dans le parcours du patient et de son entourage avec des consultations, notamment en autonomie. Alors, grâce à vos témoignages, on commence à avoir des questions. L'une des premières questions, ça correspond au questionnement du début du webinaire. Pensez-vous suffisant 3 années d'expérience pour exercer en tant qu'IPA? Est-ce qu'on peut revenir sur cette notion également de 3 ans d'expérience? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, c'est extrêmement difficile de répondre à cette question parce qu'en plus, 3 années d'expérience professionnelle, ça peut un peu tout et rien dire. C'est-à-dire qu'on peut exercer dans un milieu qui au final, n'aura rien à voir avec l'exercice en pratique avancée qu'on aura plus tard. Dans certains pays, on fait le choix, au contraire, de permettre l'accès à la fonction d'IPA après 3 années ou 4 années d'exercice dans un domaine précis dans lequel ensuite on souhaite exercer en pratique avancée. À titre personnel, je n'ai absolument pas d'avis sur le sujet. J'entends le fait qu'à partir du moment où on est titulaire d'un diplôme, on est en capacité d'exercer sa profession. Et j'entends aussi le fait qu'à partir du moment où on exerce le métier socle infirmier de manière avancée, il faut d'abord avoir exercé le métier socle. Personnellement, je n'ai pas encore d'avis. C'est rare, mais sur ce sujet-là, je n'ai pas d'avis. Quelqu'un veut revenir sur cette condition d'exercice, puisque du coup, on a dit qu'on pouvait exercer, rentrer en formation dès la fin du diplôme d'état infirmier, mais que du coup, la condition, c'est de pouvoir attendre 3 ans d'expérience professionnelle avant de pouvoir exercer
comme infirmier en pratique avancée. Donc, il faut peut-être repérer cette nuance. Juste, en fait, le modèle est construit comme ça parce que c'est une formation universitaire qui ne permet pas la sélection, comment dire, de bloquer en fait l'entrée de formation à des formations avec des étudiants en formation initiale. Et puis, ça permet également, très clairement, quand on continue la formation après la formation initiale, ça permet d'avoir des coûts de formation vraiment réduits. Donc voilà, le modèle est fait comme ça. Après, effectivement, on peut être titulaire du diplôme, mais il faut attendre 3 années d'exercice temps plein en tant qu'infirmier pour pouvoir exercer en pratique avancée. Exactement. Autre question par rapport à la discussion et au positionnement d'IPA de tout à l'heure. La ligne hiérarchique d'un service de soins, où se situe l'IPA? Pas évident. Eh bien, il n'y a pas de réponse. C'est même en cours de discussion avec le ministère de la Santé pour tout vous dire. En fait, il n'y a pas de cadre IPA. Hein. Il y a des cadres IAD, il y a des cadres QR, il y a des cadres IBOD, des cadres de santé. Voilà. Mais il n'existe pas de cadre IPA. Donc, ce qui se... Non, en fait, il n'y a globalement pas de réponse à cette question. Ce qui se fait dans les établissements de santé, c'est soit des supérieurs hiérarchiques au niveau de la direction des soins, ou alors au niveau des cadres de pôle, ou des cadres sup, ou des cadres de santé de service. Donc, il n'y a vraiment pas, en fait, pour le moment, de hiérarchie réellement établie, mais c'est un sujet qui est en cours de discussion. Autre question, pourriez-vous éclaircir la différence entre IPA et IDEC? Donc, IDEC, infirmière de coordination. Les coordinations, il y a les deux. Voilà, nous avons deux infirmières de coordination. Infirmière clinicienne et infirmière de coordination, peut-être qu'on peut éclaircir ces deux aspects. Donc, l'infirmière de coordination, c'est une infirmière diplômée d'État et qui va développer des missions de coordination de soins et de relations avec les différents acteurs du parcours, en effet, mais elle n'a pas ces missions c'est une mission de consultation en autonomie et de suivi de patient. Elle intervient en effet dans le parcours de soins, mais jamais en autonomie. La question est intéressante parce qu'il y a beaucoup d'infirmières de coordination qui assurent déjà un rôle un petit peu de suivi clinique des patients, et ce n'est pas un hasard si beaucoup d'infirmières de coordination se lancent dans la formation d'infirmières en pratique avancée. Alors après, elles vont avoir là encore des rôles tout à fait complémentaires. L'IPA ne remplacera pas l'infirmière de coordination, et je crois que Suzy et moi, peut-être toi aussi, enfin nous on était infirmières de coordination et on va continuer à travailler avec nos collègues infirmières de coordination. Mais effectivement, on ne sera plus tout à fait dans le même champ d'intervention par rapport aux patients. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Est-ce que pour toutes les trois, vous auriez envie de nous dévoiler un peu vos projets? On a parlé de qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être IPA. Quels sont vos projets actuels, en fait, sur les fonctions que vous exercez actuellement? Moi, aujourd'hui, donc en effet, j'étais infirmière coordinatrice au CRCM. Aujourd'hui, je suis infirmière en pratique avancée et les premières missions que je développe, c'est le suivi de consultation en autonomie, ce qui me permet d'accompagner les patients et leurs familles sur différentes étapes de leur parcours. C'est vrai que les principales consultations pour lesquelles je suis sollicitée, c'est le suivi initial, hein, la suite de l'annonce et la mise en place du parcours de soins, des différents traitements, de rentrer à la maison avec son enfant pour lequel on a posé un diagnostic d'une maladie potentiellement grave et pour lequel on n'a pas beaucoup de recours en ville, hein, puisque c'est une maladie rare. Donc, ça permet un suivi rapproché de ces familles, un accompagnement des différentes compétences à développer et en même temps ce regard clinique de l'enfant et des différents symptômes qu'il pourrait développer à un jeune âge. Ensuite, il y a
les nouveaux traitements qui procurent souvent un alourdissement de la charge de soins pour l'enfant et l'entourage. Donc, il y a un accompagnement aussi autre que la coordination du matériel et de la délivrance du traitement. Là, il y a comment s'inscrit ce traitement dans le quotidien d'un enfant, d'une famille, d'un enfant qui est scolarisé, qui a des activités, et tout en menant à bien ses projets. Et puis, on a aussi accès à des nouvelles thérapeutiques qui rentrent dans des protocoles de recherche clinique et puis avec des suivis cliniques qui sont assez stricts à des dates précises. Et donc, ça, c'est des choses que je peux proposer en plus du suivi médical qui, lui, est dédié au diagnostic et à la stratégie thérapeutique. Julie, si vous voulez bien développer. Alors, moi, je vais me positionner sur les parcours de soins des patients les plus complexes ou chronophages, finalement, c'est-à-dire ceux qui, clairement, ont besoin d'un temps d'accompagnement renforcé parce qu'ils ont des comorbidités peut-être plus lourdes, ou parce qu'ils sont âgés, ou parce qu'ils ont des traitements lourds, ou parce qu'ils ont des problématiques associées, sociales, par exemple, ou de même compréhension du traitement. Donc, l'idée, c'est vraiment d'offrir un suivi complémentaire. Les consultations de l'IPA sont vraiment longues, donc ça permet de faire le tour des problématiques, que ce soit cliniques, certes, mais aussi sociales, environnementales, de reprise du travail, psychologique, etc. Et ça permet vraiment de pouvoir orienter le patient en fonction de ses besoins vers un programme d'éducation thérapeutique, vers une assistante sociale, vers le médecin si on dépiste précocement des complications soit liées à la maladie, soit liées au traitement. Donc voilà, moi je vais vraiment me situer dans un suivi alterné avec le médecin, en consultation, et puis aussi en hospitalisation de jour, toujours pour prendre ce temps-là pour accompagner de manière renforcée les patients qui ont le plus besoin d'accompagnement. Et puis évidemment, après, je vais développer des activités auprès des équipes. Moi, en parallèle, je fais un doctorat, donc je suis très intéressée par la recherche et j'ai bien l'intention d'entraîner les équipes avec lesquelles je vais travailler dans la formalisation de projets de recherche. Et puis, on a déjà commencé des travaux d'analyse de pratique avec la carte de santé. Voilà. Delphine, comment se dessine votre projet après la fin de la formation? Alors, le projet, ce qui est intéressant, c'est qu'il a évolué au cours des 2 ans. Le projet que j'avais en arrivant en formation n'est absolument pas le même que j'ai en sortant de formation. Donc, au cours de ces 2 années, je l'ai vraiment affiné et il commence à devenir beaucoup plus concret avec une fiche de poste qui a été travaillée. Donc, ce que j'envisage et ce que j'aimerais vraiment et ce qui doit se concrétiser, c'est du coup de faire un suivi clinique en post-réanimation d'une typologie de patients vraiment précise, avec un nombre d'intubations, un nombre de jours d'intubation bien précis avec des pathologies précises également, pour pouvoir voir ce qui se passe en post-réa assez rapidement et puis sur du long terme, pour pouvoir faire de la promotion de la santé, dépister éventuellement des complications post-réa qu'on n'aurait pas analysées avant. Et comme disait Julie, ça va être vraiment complémentaire parce que la plupart du temps, les patients, dans tous les cas, c'est ce qu'on voit en réa, c'est qu'ils sont très morcelés dans les prises en charge à la sortie. Donc là, ça permet vraiment de faire un regroupement, de ne pas marcher les uns sur les autres, mais vraiment de m'axer sur qu'est-ce qui se passe en post-réa. Est-ce que sur l'insuffisance respiratoire chronique, ça reste stable, orienté si ça se déstabilise, mais par contre, essayer de repérer des complications qui sont liées aux soins de réanimation et à l'environnement de la réanimation. Et aussi, un projet que j'ai vraiment, comme le disait Julie, c'est de pouvoir réfléchir à ce qu'on fait en réa et comment faire pour ce qui retentit après n'arrive pas en influant à l'instant présent en réanimation. Si je peux juste compléter, ce que Delphine me fait penser à quelque chose d'extrêmement important, un de mes objectifs principaux aussi, ça va être de renforcer les liens avec la ville, qui pour l'instant font un peu défaut, je dois le dire. Je pense qu'on est assez performant dans le suivi de nos patients, mais on n'est pas très bon sur les liens avec la ville. Et clairement, je vais avoir cet objectif-là de renforcer ces liens-là. Je pense que c'est très important. L'IPA se situe vraiment dans tout le parcours, et tu parlais de morcellement, de prise en charge. Nous, justement, on va essayer de décloisonner cette prise en charge, que ce soit par rapport à tous les spécialistes qui interviennent, mais aussi dans son parcours entre la ville et l'hôpital. Alors, on a
plusieurs questions qui apparaissent. Je crois qu'il y en avait une sur l'exercice qui je vais la poser, Sandrine, si tu veux. Donc, toutes les trois, vous exercez dans votre groupe hospitalier, vous avez une certaine promotion dans la pratique avancée. Mais quid de vos relations avec la pratique avancée en ville, dans un exercice non hospitalier, et comment allez-vous vous articuler et comment elle s'installe-t-elle et dans quel contexte exerce-t-elle? Alors, le gros point fort de la formation, c'est qu'on est amené à rencontrer des collègues qui n'exercent pas du tout dans le même milieu professionnel que nous. Et enfin, moi, par exemple, la santé en ville, franchement, je ne connaissais pas grand-chose avant de faire cette formation. Et puis, évidemment, on établit aussi des liens professionnels et amicaux avec les IPA qui maintenant exercent en soins primaires en ville, que ce soit en tant qu'infirmière en pratique avancée libérale ou alors salariée dans des centres de santé. Ça nous donne une perspective tout autre de la santé. Enfin, moi, j'avais une vision très hospitalière de la santé. Maintenant, j'ai une perspective beaucoup plus transversale. L'installation des IPA en ville, pour l'instant, est un petit peu compliquée parce que le modèle économique n'est pas tout à fait encore stabilisé. Mais c'est vraiment un objectif très important du développement de la pratique avancée en France, c'est de développer cette prise en charge en soins primaires par d'accompagner les prises en charge en soins primaires par les IPA. Donc, de se côtoyer et d'échanger très régulièrement ensemble, ça va permettre aussi de faire des liens assez facilement et je pense de renforcer ce parcours transversal entre la ville et l'hôpital. Alors, il y a une question sur la formation, j'ai vu tout à l'heure. Les principales difficultés que vous avez rencontrées durant vos études, peut-être parmi vous trois, vous n'avez pas mené en fait le même temps de formation également. Est-ce que vous pouvez en parler? En fait, aucune de nous n'a fait le parcours complet. Non. Non, c'est sûr que. Est-ce que vous voulez revenir sur les possibilités, en fait, voilà, sur le parcours complet et sur la validation des acquis également? Alors, sur la formation, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est 2 années. Donc, une année de Master 1, une année de Master 2. L'année de Master 1, c'est vraiment un tronc commun pour pouvoir permettre à tout le monde de se retrouver au même niveau avant de passer en Master 2 et de là avoir son choix en fonction des mentions que Julie avait dit, donc onco-hémato, néphro, greffe, dialyse, la mention santé mentale et la notion de la pathologie chronique stabilisée. Et en fait, en fonction de nos expériences aux uns et aux autres et aussi de nos diplômes acquis avant d'avoir intégré la formation, on peut avoir validé certaines UE, donc certaines unités d'enseignement, et faire que notre parcours a été un peu raccourci. Donc moi, c'est mon cas pour la première année, mais par contre, la deuxième année, j'ai fait l'intégralité de la formation pour pouvoir valider, pour espérer valider. Julie, Suzy. Suzy et moi, on a un petit peu le même parcours, parce qu'on avait fait un master préfigurateur de la pratique avancée, c'est-à-dire avant que les textes de loi paraissent officiellement en France en 2016, et du coup, ce master-là a été reconnu, ça s'appelle des validations d'études supérieures, et nous a permis aussi de faire une formation finalement raccourcie. Mais on aurait bien aimé faire la formation complète. Sincèrement, elle est extrêmement riche. Alors, on parle de difficultés en formation, clairement, notamment pour ce qui est de la clinique. On doit renforcer nettement nos compétences cliniques. Donc, les 2 années de formation ne sont pas de trop, ou alors quand on a bénéficié d'un master au préalable, pour réduire un petit peu, pour atteindre en fait le niveau de compétences qu'on attend de nous pour assurer un suivi de qualité. Une nouvelle question, Delphine, puisque tu es en stage actuellement. Quelle est la spécificité des stages que tu réalises quand tu es étudiante en pratique avancée? Alors, sur le stage de M1, j'ai une validation, je n'ai pas eu besoin de le faire, donc je n'ai pas eu le premier contact en première année. Par contre, en deuxième année, c'est quelque chose qui évoluera aussi dans le temps parce que pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'infirmiers en pratique avancée qui sont en poste actuellement et avec lesquels on peut faire un stage. Donc là, c'est un travail, vraiment un processus personnel de voir ce qu'on attend, ce qu'on veut et comment ça va se passer en fonction du parcours qu'on souhaite. En tout cas, moi, pour ma part, c'est très bien reçu, très bien attendu, très bien accompagné. Je n'ai vraiment aucun problème à ce niveau-là.
Mais c'est vrai que je pense qu'au fur et à mesure du temps, avec les IPA qui se font en poste, ça apportera encore plus de richesse pour les futurs étudiants. Peux-tu nous parler du co-tutorat que vous avez en stage? C'est quand même quelque chose d'assez nouveau et d'assez spécifique. Oui, d'avoir un tuteur médical. Oui, il faut qu'on ait pour la convention de stage, il y a un tuteur médical et un tuteur paramédical. Ce co-tutorat est très intéressant parce que vraiment complémentaire. Parce que les médecins ont toujours cette vision médicale de la prise en charge des soins et le paramédical a une vision de la prise en charge qui est complètement différente. Donc finalement, ça reste très complémentaire et moi, ça me permet une évolution de parcours qui est complètement au regard de mes attentes et qui est malléable dans le temps parce qu'ils ont cette notion aussi que les choses peuvent évoluer, que ce n'est pas un processus stable sur 5 mois, c'est que ça évolue en fonction du temps. Donc c'est très complémentaire. On peut aussi noter qu'il y a aussi cet accompagnement soignant et médical dans les formations, dans les yeux pendant les 2 ans, où les programmes de formation dans la plupart des universités sont montés conjointement entre les médecins et les soignants impliqués. Oui, c'est un petit peu cette affaire d'acquérir des compétences cliniques qui, on ne va pas se mentir, pour l'instant sont principalement détenues par le corps médical, mais bientôt aussi par des IPA, mais pour l'instant qui ne sont pas assez nombreuses pour assurer tous les tutorats en stage ou tous les cours dans les universités. Donc c'est extrêmement riche, on bénéficie effectivement des formations médicales pour, notamment en tout cas pour développer la clinique, la pharmacologie, ce genre de compétences. Et puis, comme disait Delphine, extrêmement important, ce qu'on met des infirmières et c'est extrêmement important aussi de bénéficier d'un tutorat. Alors, ça dépend des terrains de stage, mais parfois, c'est les cadres de santé, puis parfois, c'est des infirmières experts, toute coordination, mais en tout cas, qui ont une expertise aussi dans le domaine de la clinique ou des soins. Et donc, on a ces 2 apports extrêmement riches. Et on peut dire que ça préfigure une future collaboration interprofessionnelle qui nécessite cette connaissance de l'autre. Exactement. Mais cette collaboration interprofessionnelle, elle est tout de suite mise. Je pense que c'est un peu pareil dans tous les services. Dès qu'on arrive en tant qu'IPA dans un service, on a même pour obligation de participer, par exemple, au staff d'équipe. Et notamment, les IPA participent très souvent aux staffs médicaux. Et donc, ce que toutes les IPA racontent assez volontiers dès les premiers moments de leurs exercices, c'est qu'elles bénéficient vraiment de l'expertise médicale et elles renforcent leurs compétences cliniques, de pharmaco, etc. Mais que les médecins, eux, bénéficient aussi de l'expertise de l'IPA et notamment de sa casquette infirmière. Et par exemple, après, sont plus sensibles à des problématiques telles que le sommeil, telles que l'alimentation, telles que la bonne compréhension des traitements, etc. Donc, c'est vraiment un échange d'expertise et puis on apprend à parler un petit peu un langage commun et ça aussi, c'est extrêmement riche. Parce que finalement, on a quand même une vision assez cloisonnée des métiers, des professions, alors qu'on travaille tous autour du patient. Et là, ça permet d'adopter un langage assez commun, finalement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait une question sur l'IPA en psychiatrie et ses missions. Je ne sais pas si d'entre vous... Alors, ça va être compliqué de répondre très précisément, mais en tout cas, l'IPA de psychiatrie ne peut travailler qu'avec des psychiatres. Il n'y a que les psychiatres qui peuvent lui adresser des patients. Elle peut travailler en établissement de santé ou en ville. Après, vous décrire exactement les missions, on ne va pas s'y aventurer, je pense. Parce que c'est les mêmes, c'est l'accompagnement du suivi de patients atteints de la pathologie chronique. De toute façon, peu importe le domaine d'intervention, les missions sont les mêmes. C'est un peu les profils et les pathologies ou la population qui changent. En tous les cas, pour répondre à la question de manière très globale, on peut retrouver facilement en fait, le référentiel de formation qui détaille en fait, chacune des mentions. Donc, pour le coup, en fait, c'est accessible et vous pouvez aller regarder en fait, les textes relatifs à la formation d'infirmière en pratique avancée. Alors, on arrive quasiment à la fin de notre webinaire. Pour conclure, toutes les 3, qu'auriez-vous envie de dire en quelques mots autour de ce qu'on vient de nommer en conclusion, en fait, sur l'infirmière en pratique avancée? Quels seraient vos mots de la fin?
Moi, je dirais qu'on vit une belle époque pour la profession infirmière et puis que j'espère que ça va continuer parce qu'on n'est pas encore au bout de de là où on pourrait aller. Je pense que vraiment, on peut participer, et pas que les infirmières, hein, l'ensemble des auxiliaires médicaux peuvent participer à renforcer l'offre de soins dans le système de santé français. Je ne sais pas si on l'avait précisé lors de ce webinaire, mais les infirmières en pratique avancée sont les premières à exercer en pratique avancée, mais d'autres professions de santé vont aussi, dans quelques années, quelques mois, pouvoir exercer en pratique avancée. A priori, il est question aussi que les compétences des infirmières en soins généraux évoluent prochainement, c'est ce que j'ai lu de l'ordre des médecins. Donc, je pense qu'effectivement, il faut qu'on aille dans ce sens-là, de pouvoir proposer plus et que le système de santé s'appuie davantage sur nos compétences infirmières. Parce qu'on peut répondre à ces nouveaux besoins de santé, encore une fois, de prévention, de promotion de la santé, d'éducation. Voilà, donc il faut qu'on croie en nos compétences et qu'on demande à ce qu'elles soient reconnues et valorisées. Suzy, quel serait votre mot de la fin? Non, je rejoins tout à fait Julie. Hein, c'est une période très intéressante pour le métier d'infirmier, hein, et vraiment cette perspective que nous offre la pratique avancée dans cette prise en charge en autonomie, ce regard vraiment plus global sur la personne et cette collaboration, hein, qu'on met en place avec le médecin, mais avec tous les autres intervenants, aussi bien en secteur hospitalier qu'extra-hospitalier, et vraiment on va montrer en quoi ça va changer le parcours de soins et comment on répond à ces nouveaux besoins non pris en charge jusqu'ici. Delphine, vous avez une question? Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que je pense que la profession a besoin de la pratique avancée. Je pense que les infirmières ont besoin que la pratique avancée arrive, s'implante et évolue, que le patient a besoin de la pratique avancée, qu'on a besoin aussi du soutien de tous les professionnels qui vont travailler autour du patient, qui vont être autour de la prise en charge du patient, et qu'on a tous besoin des uns des autres et qu'il faut nous aider à porter la profession. Anne, est-ce que tu veux cette thématique? Je suis ravie depuis quelques temps d'être référente de cette thématique et de voir l'évolution de ce métier et ce que vous allez pouvoir mettre en place. Nous vous remercions pour votre participation. On se retrouve très prochainement, le 25 mai exactement, sur une nouvelle thématique, alors complètement différente, mais comment concilier vie professionnelle et vie personnelle comme infirmier.